de l'histoire et de l'économie au rendez-vous de l'histoire, puisque notre séquence se place dans ce cadre-là. Intitulé cette année « La France, point d'interrogation ». La France, point d'interrogation, on a vite envie d'y accoler EDF, sans point d'interrogation, et probablement l'énergie nucléaire, sans plus de point d'interrogation non plus. Donc, ça faisait sens pour qu'une conférence qu'on a intitulée donc, qui porte sur les enjeux de l'énergie nucléaire en France, enjeux et perspectives. Et nous avons l'honneur ce soir d'accueillir à Blois Cédric Lewandowski, qui est le directeur exécutif groupe en charge de la direction production nucléaire et thermique du groupe EDF. Il va donc prononcer son intervention. Je pense qu'au terme de cette intervention, quelques questions avec la salle seront tout à fait ouvertes. Les équipements sont prévus. Et donc, je vous prie d'accueillir Cédric comme il se doit, avant de lui céder la parole. Merci beaucoup de votre accueil et de ton petit mot, cher Jean-Paul Morel, donc notre délégué régional d'EDF, ici présent. Et là, Stéphane Lelong, qui est le directeur de la centrale de Saint-Laurent. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très honoré d'être invité à prononcer quelques mots sur le nucléaire déjà en général. Les invitations ne sont pas si fréquentes sur le nucléaire. Et deuxième point, évidemment, au château. Difficile de rêver de cadres plus prestigieux. Et donc, merci de l'honneur qui m'est fait. Effectivement, ce que je vous propose, c'est un petit propos introductif sur l'état général. Alors, vous l'avez intitulé « Enjeux et perspectives », c'est ça? Oui. Eh bien, donc, un petit peu un état général. Et ensuite, évidemment, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Alors, on est au rendez-vous de l'histoire, même si je comprends qu'au sein des rendez-vous de l'histoire, on a une catégorie économie. Donc, nous sommes bien là dans ce cadre et heureux d'être votre partenaire, ça c'est évident. Et longue vie au festival, qui est une très belle réussite. Peut-être un petit mot d'histoire rapide, peut-être, pour chacun d'entre nous. Le nucléaire est une histoire française, profondément française. Alors, il ne s'agit pas d'être totalement égotiste, mais enfin tout de même, Becquerel, c'est bien Henri Becquerel, l'un des premiers qui va s'intéresser à nos sujets. La famille Curie, en commençant par Marie, aujourd'hui panthéonisée, mais évidemment son mari Pierre, sa fille Irène, et puis Frédéric Joliot qui va suivre, Francis Perrin, et puis, enfin bref, la liste est longue des très grands scientifiques qui ont fait de l'atome un élément absolument essentiel, non seulement de l'énergie, mais aussi, c'est vrai, des rapports de force internationaux avec, vous le savez très bien, le nucléaire militaire. À la base, de toute façon, il n'y a ni nucléaire civil ni nucléaire militaire, il y a une science qui petit à petit se développe, et sans aller trop loin, je vais me concentrer évidemment sur les périodes plus récentes. Tout commence en 1945 pour nous, avec la création du CEA, décision du général de Gaulle, vous vous en souvenez, dans le cadre du gouvernement provisoire. Une création liée, bien sûr, à une affirmation de puissance, mais aussi pour rendre hommage à la science telle qu'on la connaissait dans notre pays depuis si longtemps et qui avait, je crois, fait les honneurs et la grandeur de notre pays. Le CEA, très rapidement, va se mettre au travail et commencer à produire ce qu'on appelait à l'époque les premières piles. Et nous allons... Ah, il faut s'enfuir. Sécurité d'abord, vous connaissez EDF. Donc, 45, le CEA, des premières piles qui arrivent, puisque la première divergence est de 1948, donc les choses vont quand même très très vite. Et puis, peu à peu, vont se dessiner dans notre paysage deux destins pour le nucléaire. Un destin nucléaire militaire et un destin nucléaire civil. Ils vont rester longtemps assez liés, et bien sûr, il y a toujours des connexions, c'est évident, mais petit à petit, chacun va prendre son autonomie. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, et devant vous, c'est le nucléaire civil, c'est celui que je représente. Le nucléaire civil, il va passer lui aussi par plusieurs phases. Dans les années 50, 60, on va faire une tentative avec les réacteurs dits graphite-gaz.
c'est une filière en soi. D'ailleurs, Saint-Laurent va en être doté. Aujourd'hui, ce sont des réacteurs en démantèlement. Pourquoi? Parce que c'est une voie que nous, Français, avons abandonnée assez rapidement pour aller vers des réacteurs à eau pressurisée. C'est là, dans fin des années 60, début des années 70, que la France fait le choix, que vous connaissez, de se doter d'un parc nucléaire à base de réacteurs conçus historiquement par Westinghouse, donc une compagnie américaine, mais qui vont être francisés, c'est le mot qu'on utilise, c'est-à-dire repris en fonction de nos propres besoins et surtout de nos propres normes et réglementations déjà à l'époque. Et c'est ainsi que petit à petit, les décisions vont être prises et poursuivies grâce à de grands hommes, Pierre Messmer, Guillaume, évidemment, aussi de grands présidents de la République qui, du général de Gaulle finalement jusqu'à François Mitterrand, vont continuer à affirmer la nécessité de disposer d'un appareil nucléaire qui soit suffisamment puissant. Et c'est ainsi que la France va construire 58 réacteurs, en commençant par Fessenheim et Bugey. Et puis, il y aura 3 paliers. Un palier dit de 900 MW, un palier dit de 1300 MW, et puis un palier de 1400 MW avec 4 réacteurs, le dernier ayant été couplé en l'an 2000. Voilà la situation dans laquelle nous sommes et dont nous héritons. Donc, nos grands anciens, évidemment avec une accélération au moment du choc pétrolier de 1974, ont décidé de faire du nucléaire l'énergie majeure, l'énergie dominante de la sécurité électrique de notre pays. Alors, là, c'est l'histoire. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, j'imagine, plutôt, c'est de savoir où on en est. Ce qu'aujourd'hui le nucléaire représente, c'est bien le principe des enjeux et perspectives. Alors, peut-être d'abord une photographie à l'international. Après l'incident de Fukushima, le monde occidental a douté profondément et donc, peu à peu, disons-le, a arrêté de travailler le sujet. Et que ce soit de décisions très radicales comme celle d'Angela Merkel, évidemment, qui décide d'arrêter le nucléaire dans son pays, au nôtre, qui peu à peu en vient à produire une programmation pluriannuelle de l'énergie demandant la fermeture de réacteurs nucléaires, tout l'Occident, petit à petit, est sur le recul et déserte un peu, y compris le champ scientifique. À l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les Chinois, au contraire, vont appuyer sur l'accélérateur à peu près au même moment et décider de ne rien remettre en cause, au contraire, continuer à acquérir des compétences, continuer à construire des réacteurs et développer d'ailleurs leur propre modèle. Ils en ont un extrêmement performant aujourd'hui, l'AP1000. Du côté de la Russie, également, on n'a pas arrêté de travailler, notamment dans le domaine scientifique. C'est comme ça que, en particulier dans les réacteurs dits de 4e génération et RNR à neutrons rapides, eh bien, la Russie a aussi beaucoup avancé pendant toutes ces années, et y compris sur les petits SMR qui sont un peu à la mode, les Small Modular Reactors, des petits réacteurs. Ils ont inventé l'un des plus petits, mais des plus malins, en le plaçant sur un bateau, l'académique Lomonosov, avec l'idée d'aller raccorder les villes de Sibérie qui étaient les plus éloignées et qui, de temps en temps, avaient besoin, parce qu'une nouvelle industrie s'installait chez eux, d'électricité et de courant complémentaires. Alors, c'est un tout petit réacteur, ce n'est pas exactement les SMR auxquels on fait référence en général aujourd'hui, mais c'est simplement pour vous dire que là où l'Occident, finalement, a appuyé sur pause, ailleurs, dans le monde, évidemment, ce n'est pas sans conséquence aujourd'hui, on a continué à travailler. Alors, évidemment, ça c'est pour l'Occident en général, qui s'est brutalement réveillé avec le Covid. Le Covid, vous le savez très bien, tout d'un coup, redonne vie à des concepts qui étaient vécus comme ringards. L'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté. Évidemment, c'est un phénomène amplifié ensuite en Europe par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais le déclic, il apparaît avant la guerre. C'est bien le Covid où on voit les opinions internationales petit à petit basculer et se réintéresser au sujet. C'est très très net en France, mais c'est net partout
en Europe et également, bien sûr, aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais quand on a la chance d'avoir un outil qui nous permet d'être souverain, pourquoi s'en priver? Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir le sujet? Et ce mouvement-là, il va concerner tout l'Occident. Partout, le sujet va être remis sur la table de manière différente, chacun avec ses cultures, mais partout, on va se réinterroger. Alors, si je descends d'un étage, j'arrive sur le champ européen. En Europe, on avait une espèce de clivage très net entre ceux qui avaient du nucléaire et qui le poursuivaient et ceux qui l'avaient arrêté, comme évidemment l'Allemagne, avec des conflits incessants au niveau européen, et une Commission européenne plutôt très orientée anti-nucléaire, je le dis avec mes mots sans doute un peu brutaux, mais tout de même, quand on voit la bataille qu'on a dû mener sur ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire ce qui était favorisé en termes d'investissement, clairement, le nucléaire était mis dans la case du mal. Bien, il y avait le camp du bien qui était bien sûr l'hydraulique, et c'est très bien, et les ENR, et c'est très bien aussi, mais évidemment, nous, on souffrait d'être tout d'un coup renvoyés aux poubelles de l'histoire. Le Covid change la donne, et donc, à Bruxelles aussi, les choses commencent à changer. Progressivement, doucement, la commissaire européenne à l'énergie, aujourd'hui, Teresa Ribera, est une militante écologiste anti-nucléaire, très affirmée et très claire, mais elle a accepté de rentrer dans la dynamique dite de la neutralité technologique. Autrement dit, on étudiera les sujets désormais à Bruxelles, non pas en fonction d'un prisme strict nucléaire ou pas nucléaire, mais regardons les technologies qui nous permettent d'avancer vers un horizon décarboné. Et dans ce cadre-là, elle ne peut que reconnaître, évidemment, que le nucléaire est un atout dans la recherche du net zéro 2050, en tout cas la recherche de la décarbonation de notre économie. Mais pour autant, les combats restent rudes. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Chacun a sa propre culture et le sujet est compliqué. Ce qui est nouveau, c'est que, indépendamment de l'Union européenne et de son administration, les États, chacun pour leur part et de manière différente, mais se réinterrogent. C'est l'Europe de l'Est, la première, qui s'est posé les grandes questions. La Pologne a lancé des appels d'offres, la République tchèque, la République slovaque aujourd'hui. Bref, toute une série de pays de l'Est se relancent très clairement dans le nucléaire avec un programme très ambitieux. L'Europe de l'Ouest, elle aussi, bouge. Elle a bougé de manière forte en Suède, elle a bougé de manière encore plus étonnante aux Pays-Bas, et puis, plus récemment, la Belgique, avec un nouveau gouvernement, se réinterroge sur l'intérêt d'aller plus loin dans la reconquête nucléaire et peut-être de ne pas fermer ses réacteurs, alors même que c'est ce qu'elle avait jusqu'ici engagé. À ce stade, seule l'Espagne n'a pas bougé, avec évidemment le blackout que l'on a tous connu il y a quelques semaines. Aujourd'hui, un certain nombre de questions se posent. Mais politiquement, il n'y a pas eu de changement d'ordre et de changement de ligne. Ce qui est impressionnant, c'est que les études d'opinion partout en Europe, occidentale et orientale, sont redevenues très favorables au nucléaire. Chez nous, c'est particulièrement marquant. 65% des Français sont favorables au nucléaire. Ce sont des taux que l'on ne connaissait même pas avant Tchernobyl, donc avant 1986. Mais chez nous, et je vais y revenir, c'est une chose. Mais 60% des Allemands se disent aujourd'hui favorables au nucléaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous voyez les bougers allemands, et notamment Friedrich Merz, qui est sous pression de son patronat, qui souhaiterait que le nucléaire continue à être favorisé, ne serait-ce qu'au moins sur le plan industriel, puisqu'il y a beaucoup d'industriels allemands qui travaillent dans le nucléaire, mais plus largement, de profiter d'une électricité qui est beaucoup moins chère que l'électricité proposée aujourd'hui en Allemagne. Vous avez ce qu'on appelle dans le vocabulaire et le jargon les spreads, et la différence en fait entre
les prix en Allemagne et les prix en France, ces prix-là se creusent. Et donc, évidemment, tous les chefs d'entreprise et les citoyens commencent à se poser de sérieuses questions sur le choix de Mme Merkel. Si on arrive chez nous, au fond, comme tous les Occidentaux, comme tous les Européens que je viens d'évoquer, nous avons vécu, au fond, le même mouvement récent. C'est-à-dire que depuis 2020, on se réinterroge, et le président de la République, en février 2022 à Belfort, a prononcé un discours de rupture au regard des stratégies d'État qui existaient jusque-là. Qu'est-ce qu'il dit en 2022 sur le nucléaire, parce qu'il se produit un discours énergétique au sens large. En 2022, il dit il n'y a pas d'horizon décarboné, il n'y a pas de net zéro 2050 en France sans effectivement du nucléaire, et on en a besoin, et de manière massive et continue. Et dans ce cadre-là, il demande de travailler sur les 3 grands sujets qui sont devant nous. Bien sûr, la prolongation de la durée de vie du parc existant, bien sûr, la question de EPR2, et puis la question des petits réacteurs, des SMR. Alors, je vais vous faire un petit point peut-être de ces 3 sujets, parce que c'est évidemment le cœur de l'affaire. Peut-être commencer par les petits réacteurs. Là, c'est un avis personnel, je serais peut-être démenti par les faits, mais à notre connaissance aujourd'hui, les SMR, les petits réacteurs, il existe énormément de projets, mais aucune réalisation concrète, parce que le Saint Graal du SMR, on ne l'a pas trouvé. C'est très compliqué de se dire qu'on veut un petit modèle, mais qui produise quand même suffisamment d'électricité pour être rentable et avec une sécurité qui soit quasi absolue. On dit ce qu'on appelle la sécurité passive. Et trouver la martingale qui permet de répondre à tous ces besoins-là, c'est de fait extrêmement compliqué. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause l'intérêt des SMR. On voit bien que les SMR pourraient être extrêmement intéressants pour produire de l'hydrogène, pour aider la désalinisation des eaux de mer, pour décarboner de la grande industrie. Enfin, on pourrait bien sûr avoir un intérêt. Mais l'objet lui-même, l'objet industriel, lui, reste extraordinairement complexe. Et chacun a mis le sujet, évidemment, sur le métier. Alors, je parlais des Russes. Les Russes, eux, ont inventé un petit réacteur, mais il est vraiment très, très, très petit. Quand on parle de SMR qui vaille la peine, c'est à partir de 150 MW de production possible, 150 à 300. C'est ça qu'on recherche par rapport aux 900 qu'on connaît en base, par exemple, chez nous. Aujourd'hui, vous avez toute une série de projets autour du monde. Donc, les Russes y travaillent. Les Chinois nous ont annoncé, via leur PDG de CNNC, l'un des grands groupes, un SMR conséquent l'année prochaine. Nous verrons bien. Les Américains, de leur côté, ont aussi travaillé. Ils avaient un projet qu'ils ont abandonné qui s'appelle NuScale, mais Westinghouse travaille sur un 300 MW. Vous avez des alliances avec, du côté de Holtec, du côté de General Electric avec Hitachi. Bref, vous m'avez compris, tout le monde y travaille, mais personne, à cette heure-ci, n'a trouvé le dispositif qui réponde à toutes les exigences d'un SMR. Parce que c'est incroyablement compliqué. De notre côté, nous avons travaillé sur un projet qui s'appelle NUWARD, un premier projet qui était fait d'ailleurs en consortium. EDF n'était pas tout seul, il y avait le CEA, Technic Atome, Naval Group. Nous étions partis sur une mauvaise voie, en tout cas sur une voie qui n'était pas satisfaisante. En clair, elle était trop innovante. Il y avait tellement de nouvelles technologies recherchées qu'on a préféré arrêter cette voie-là et en ouvrir une autre avec des technologies mieux connues. Et donc, l'objectif qu'on s'est donné, c'est qu'à la mi-2026, les équipes qui travaillent sur NUWARD aient éventuellement un projet à nous proposer, sachant que, par ailleurs, nous ouvrons évidemment la voie à des coopérations internationales, justement pour la raison que je viens d'évoquer.
le sujet est tellement complexe que l'idée que chacun y arriverait seul dans son coin est peut-être une idée du passé. Alors, je sais que vous avez dans la presse énormément de papiers sur des startups. Bon, là, je ne vais pas être politiquement correct et je m'en excuse, mais je ne crois pas, mais je serais peut-être démenti, que quelque start-up que ce soit aura demain la capacité de construire un réacteur quel qu'il soit. En revanche, ce qui est très intéressant dans les start-up, c'est d'une part les briques technologiques qu'elles peuvent développer et qui peuvent enrichir des projets de grands industriels. Et puis, bien sûr, c'est la puissance d'attractivité vis-à-vis d'une nouvelle génération, puisque c'est un de nos grands défis, j'y reviendrai, les compétences. Et donc, les nouvelles générations peuvent être intéressées. Et là, il y a des talents qui vont se développer et qui, surtout, il ne faut pas désespérer et qu'il faudra encourager demain parce qu'on en aura besoin. Mais de là à construire un réacteur, aujourd'hui, construire un réacteur dans notre monde, mais même, il ne s'agit pas du monde occidental, en Chine ou ailleurs, les normes de sûreté et de sécurité sont tellement exigeantes qu'elles demandent des infrastructures, des coûts systèmes extrêmement forts, extrêmement importants. Et donc, mais je serais peut-être démenti, je viendrai faire mon mea culpa au château, a priori, paraît très difficile d'imaginer qu'on ait demain quelque chose qui émerge. Il y a une start-up qui fonctionne pas mal, qui a inventé quel procédé pour produire de la chaleur, pas de l'électricité, mais de la chaleur. Elle s'appelle Calogena, qui est sans doute l'une des plus avancées. Elle n'y arrivera pas toute seule, évidemment, parce qu'il y a des investissements importants à réaliser. Mais il se passe des choses très intéressantes autour d'elle. Et évidemment qu'on va tous être en soutien, que ce soit l'opérateur national qui est EDF, mais l'État, vous savez qu'il y a régulièrement de l'argent de France 2030 qui est déversé vers ces startups pour leur permettre de grandir et d'avancer. Donc là, il y a un espoir, je le redis, il ne s'agit surtout pas de remettre en cause les briques technologiques qui vont sortir de toute cette énergie-là et puis la puissance d'attractivité que ces SMR représentent. Deuxième axe, en France, vous avez le sujet EPR2. Vous le savez, Flamanville 3, vous l'avez tous vécu, a été une terre d'expérimentation douloureuse pour EDF, puisque c'était une tête de série autour d'EPR qui a à peu près cumulé tous les malheurs que l'on pouvait imaginer. Bon, il a au moins une vertu, ce réacteur, et si tout va bien, on couplera la semaine prochaine. Coupler, ça veut dire être sur le réseau, mais je ne veux pas m'avancer trop. Aujourd'hui, l'idée, c'est de retenir de Flamanville 3 tout ce qui a été effectivement très, très complexe à mettre en œuvre et en déduire un réacteur qui soit évidemment aussi puissant. On est sur du 1600 MW, mais parallèlement plus exploitable, c'est-à-dire plus en capacité de répondre à tous les défis qui vont se présenter à nous demain, les modulations, le dérèglement climatique, tous ces éléments-là, tout en ayant le niveau maximal de sûreté. Ce produit-là, EPR2, donc si on doit retenir une date, c'est fin 2026, puisque l'État a demandé à EDF d'être en capacité d'appuyer sur le bouton qu'on appelle la FID, la décision finale d'investissement, fin 2026. Chacun a du travail à faire. L'État avec Bruxelles sur le mode de financement de ce dispositif qui a bien avancé. On a envoyé une proposition à Bruxelles au mois de juillet dernier. Et puis nous, du côté EDF, de continuer à travailler pour fournir un réacteur qui peut être construit, si possible, en 70 mois. C'est l'objectif qui s'est donné, à un coût qu'on a fixé aujourd'hui à 72 milliards, qui est à peu près constant. Et puis, évidemment, indépendamment des délais et des coûts, qui soit aussi tout à fait compatible avec l'ensemble des normes telles qu'elles évoluent. Nous devons fournir cette copie, ce design définitif pour la fin de l'année. Donc, je peux vous dire qu'il y a des générations d'ingénieurs qui travaillent nuit et jour pour être au rendez-vous. Les 6 premiers EPR2
connaissent déjà leur destination, puisque c'était la commande du président. Les 6 seront les 2 premiers à Penly, où les travaux de terrassement ont commencé, c'est en Normandie. Les 2 autres à Gravelines, donc centrale du Nord, la géante, et 2 à Bugey, dans la région Rhône-Alpes, que vous connaissez. Le président de la République, en 2022 déjà, a estimé au regard des trajectoires de mix énergétique futur qu'il fallait adosser ces 6 à 8 complémentaires. Et donc, sur ces travaux-là qui sont engagés, là aussi, nous devons une réponse fin d'année prochaine au gouvernement et à l'État pour acter de ce que seront ces 8 réacteurs EPR2, mais surtout de leur destination, des sites dans lesquels ils pourraient se trouver demain. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui du côté de PR2. Donc, beaucoup de gens travaillent dans tous les sens. Beaucoup de choses sont dites ici ou là. La vérité des prix, c'est fin 2026. La FID, est-ce qu'on y va, oui ou non? Sur la base de quel prix, quel mode de financement et quel design définitif? On est évidemment tous très concentrés sur ce sujet. Et puis enfin, il y a ce que j'ai l'honneur d'animer, c'est-à-dire le parc nucléaire existant, c'est-à-dire les 56 réacteurs, puisque nous avons perdu Fessenheim au passage. Voilà pourquoi on est à 56. Les 56 réacteurs, d'abord vont bien. J'aimerais vous donner quand même des bonnes nouvelles. On a tous beaucoup souffert avec la corrosion sous contrainte. Vous vous souvenez, en 2022, la découverte de ces fissures qui nous a amené à devoir arrêter un certain nombre de réacteurs pour travaux et qui a été évidemment un moment très très dur à la fois pour EDF et pour les Français. Si je peux me permettre, je suis un petit peu long, mais je vais tenter d'aller plus vite. Je voudrais quand même un petit cocorico, on est entre nous. Le monde entier de la profession reconnaît que ce que nous avons fait, aucun autre opérateur au monde n'aurait pu le faire. J'insiste sur ce point. Et ce n'est pas moi qui le dis dans mon coin. J'ai réuni une commission internationale, les champions mondiaux de la métallurgie de tous les continents. Et de tous les continents, ils nous ont dit chapeau, aucun d'entre nous n'aurait pu réussir un exploit pareil. C'est quoi l'exploit? C'est que face à un phénomène totalement inconnu, nous avons été en capacité de le caractériser, de le modéliser, de développer le moyen de contrôle non destructif plutôt que de découper des portions de tuyauterie très rapidement, de mettre en place un dispositif industriel permettant de contrôler, réparer si besoin, et tout ceci en 6 mois. À l'été 2022, tous les éléments nous permettant de reprendre la main étaient déjà en place. C'est cette rapidité qui, à mon avis, justifie, pour ceux qui en doutent, l'intérêt de disposer d'une entreprise intégrée et d'une filière industrielle qui reste extrêmement solide. Par rapport aux doutes qu'on peut avoir, au désert industriel français, qu'on parle ici ou là, réjouissons-nous face à un défi historique. La filière industrielle du nucléaire et EDF en pointe ont réussi à remonter ce moment extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile d'en parler qu'on va bien. Nous avons une production attendue entre 350 et 370 TWh. Il est clair que nous serons sur le haut de la fourchette pour plein de raisons, parce que des programmes en termes de performance sur les arrêts de tranche, parce que nous allons terminer le sujet corrosion sous contrainte dès la fin de l'année, les contrôles seront terminés, parce que voilà, on a repris la main et nous voici repartis vers le haut. Alors le sujet maintenant, bien sûr, c'est la suite. C'est la prolongation. Première prolongation, le passage de 40 à 50 ans. C'est ce qu'on appelle chez nous les VD4, visite décennale 4. Sur le 900 MW, elles sont très engagées. Nous allons commencer les VD4 du 1300 MW. Et ça commence à Palluel, en Normandie, le 1er janvier 2026. C'est un beau défi industriel. Deuxième étape, le passage de 50 à 60 ans. Nous avons écrit au printemps 2023 au gouvernement français notre conviction que l'intégralité du parc français avait la capacité d'aller à 60 ans. Ce n'était pas écrit d'avance, puisque ces réacteurs avaient été conçus au départ pour 40 ans, on s'en souvient.
Le post-60 ans nous paraît tout à fait accessible. Et donc, nous avons déjà, avec l'autorité de sûreté nucléaire, convenu d'un programme permettant, ce qu'on appelle les VD5, permettant d'aller de 50 à 60 ans. Il sera au passage très axé sur le sujet dérèglement climatique et en particulier gestion de l'eau. Nous avons d'énormes progrès à faire, on le sait, sur cette question-là, et ce n'est pas les habitants du bassin de la Loire que je vais convaincre. Donc sur ce terrain-là, il nous faut progresser et de toute urgence. Les VD5, le passage de 50 à 60 ans, ce n'est pas à la Saint-Glinglin. Ça commence dès 2029 à Tricastin. Le temps passe vite, et donc on est encore en plein, nous, dans nos VD4 900, que déjà les VD5 vont commencer et être mis en œuvre. Et puis ensuite, vous avez la question qui suit, le post-60 ans. Autrement dit, on n'est pas bouché à l'émery, on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et de l'autre côté de l'Atlantique, aujourd'hui, 8 réacteurs américains, les mêmes que les nôtres, ont obtenu une licence d'exploitation jusqu'à 80 ans. Et donc, nous avons réouvert ce débat en disant, si eux y arrivent, est-ce que nous, ce sujet-là est accessible? Eh bien, je vous renvoie à nouveau en 2026, c'est dire que ce sera une année très importante pour le nucléaire français, puisque c'est fin 2026 que l'autorité de sûreté nucléaire a prévu de se prononcer sur la capacité du parc français à ouvrir le champ du post-60 ans. Que je sois clair, l'autorité de sûreté ne mettra pas un tampon pour dire « allez-y ». Elle dira « nous estimons, oui ou non, qu'une partie significative de votre parc peut aller au-delà de 60 ans ». Et évidemment, elle mettra toute une série de conditions en disant évidemment, il faudra mener des travaux sur les enceintes, sur toute une série d'éléments qui sont bien naturels. Ou elle dira, c'est sa responsabilité, nous estimons que 60 ans est l'âge limite, c'était l'âge fixé par EDF, et que nous ne pourrons pas aller plus loin. Vous voyez tout de suite les conséquences que cela peut avoir sur le mix énergétique futur. Ce sera donc une décision extrêmement importante. La SNR va commencer à communiquer sur le sujet à partir du premier semestre 2026 et commencer à interroger aussi les Français, parce qu'il nous faut un consensus évidemment aussi national, indépendamment du consensus technique et scientifique, pour savoir si nous avons intérêt, dans tous les sens du terme, à aller au-delà de 60 ans. En tout cas, c'est une dynamique formidable pour le nucléaire existant aujourd'hui. Là aussi, beaucoup d'ingénieurs sont présents sur ce sujet-là pour être au rendez-vous de fin 2026. Mais vous voyez bien que c'est une ouverture extraordinaire et un destin qui se poursuit pour le nucléaire français. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais juste faire un tout petit point rapide sur le sujet de compétences, et je salue les autorités de l'INSA ici présents, parce que leur présence est emblématique du grand sujet de compétences qui vient. La difficulté, évidemment, des années qui viennent, ce sera de continuer à intéresser une nouvelle génération aux sujets scientifiques et techniques. Nous le savons, notre pays a aujourd'hui moins de 10% de sa population active dans l'industrie. Ce n'est pas un drame européen, hein, c'est un drame français, et accessoirement anglais aussi. Mais ce n'est pas un drame européen, ils en sont à 20% du côté allemand, aussi du côté Italie du Nord, en Espagne, en Belgique, tout autour de nous, la population encore investie dans l'industrie reste importante. C'est un drame français. Et le sujet, c'est comment nous arrivons à redonner espoir à une nouvelle génération, à lui redonner envie de venir travailler dans le monde scientifique et technique. On a créé une institution qui s'appelle l'Université des métiers du nucléaire, qui vise justement à travailler sur ce sujet. Et partout, on essaye de réouvrir des masters nucléaires, mais du CAP jusqu'au Bac+5. Tout nous intéresse et toutes ces générations-là, il faut les convaincre. Alors,
on se déploie. Tu me disais ce matin que vous aviez ouvert de plus en plus les stages des collèges. C'est très important que dans les collèges, les jeunes viennent. Les troisièmes et les secondes venaient déjà. Mais on va ouvrir le champ le plus possible aux jeunes générations pour leur dire que non, l'industrie, ce n'est pas Germinal, que non, il y a des métiers extraordinaires, qu'on peut en vivre très bien dans, en plus, un lieu qui est... pour ce qui nous concerne, en plus un lieu de service public et d'intérêt général. Mais dans tous les cas, il faut absolument qu'on arrive à convaincre la nouvelle génération de repartir avec nous. Dans les messages d'espoir, je trouve l'éducation nationale qui est souvent brocardée. J'ai l'habitude, pour EDF, c'est pareil. Donc on est des mammouths, chacun dans notre genre. Je trouve l'éducation nationale extrêmement réactive. C'est-à-dire que partout où je vais en France, je vois des rectorats qui sont à nos côtés pour remettre très vite en place des classes de chaudronniers, des écoles de soudage, des masters, etc. Où que ce soit, partout en France, quand on a des beaux projets qui sont un peu fédérateurs, l'éducation nationale est à notre côté. Et donc, en clair, on n'entre pas dans des procédures infinies pour monter des formations qualifiantes. Avec des partenariats région, éducation nationale, industrie, UMM, nous, les choses peuvent aller très très vite. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Mais évidemment, on sera aussi lié à des décisions d'investissement fortes, on sera lié à la FID sur EPR2, bien évidemment, ça c'est une nouvelle génération, donc là aussi, ce sera le moment d'attirer beaucoup d'ingénierie. En tout cas, nous en avons besoin. D'ores et déjà, nous le savons, on a chiffré à peu près à 10 000 recrutements par an nos besoins, plus de 100 000 dans les 10 ans qui viennent. C'est donc un appel au peuple que je lance par votre intermédiaire, mais d'une manière générale, il faut absolument convaincre notre jeunesse de se réintéresser aux professions scientifiques et techniques. Elles seront les bienvenues. Nous avons un très bel avenir devant nous, vous l'avez vu, il s'est réouvert, le champ est absolument considérable. Soyons aussi présents que possible sur le terrain et au service toujours de notre belle mission de service public de l'électricité. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots d'ouverture. Et maintenant, je suis bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions. Oh là, elle me manque. Sur la deuxième question, je vais vous répondre assez rapidement. C'est que je sais qu'on nous dit, mais pourquoi vous allez sur un produit comme EPR qui est compliqué, alors que finalement, vous avez des beaux 900, des beaux 1300, reprenez-les, modernisez-les. C'est qu'en fait, les normes, les réglementations ont tellement évolué que de toute façon, on arriverait quand même à redéfinir un nouveau réacteur, même en passant par les objets que nous connaissons déjà. Donc, ce n'est pas un délire d'ingénieur, c'est que les choses ont énormément changé depuis, évidemment, Fukushima, mais même avant. On rappelle que les attentats de 2001 ont eu pour conséquence un travail extrêmement lourd sur les dimensions civilistes des réacteurs, notamment des toits qui résistent à des chutes d'avions. Tous ces éléments-là ont, en termes structurels, des conséquences énormes. Et toutes ces exigences-là, qui sont parfaitement compréhensibles, n'étaient pas dans le cahier des charges des premiers réacteurs et des réacteurs des années 80. Donc, sincèrement, je pense, mon avis, tout le monde s'en fiche, mais la communauté scientifique et technique est absolument convaincue que reprendre l'ancien modèle en se disant « tiens, on va l'améliorer en fonction d'eux », en réalité, c'est rebâtir un nouveau réacteur, bref, c'est EPR. Sur la question des déchets, sur ce terrain-là, la ligne de la France, c'est toujours la même, et elle demeure, et c'est très bien. Et alors, là aussi, elle se réveille à nouveau.
c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas de déchets, c'est-à-dire la fermeture du cycle. C'est ce qu'on appelle la 4e génération, les RNR. Malheureusement, c'est une 4e génération qu'on avait mise sous le boisseau pendant l'hiver que j'ai évoqué, la post-Fukushima, et le Conseil de politique nucléaire, donc le sommet des autorités françaises sur le sujet, vient de réactiver la question. Donc notre objectif, c'est bien demain, et l'objectif de la France, de finalement recycler, réutiliser l'intégralité de ces déchets. En attendant, on recycle autant que possible. Aujourd'hui, nous sommes pas très loin de recycler 96% de nos produits, ce qui est déjà pas mal, avec les produits MOX, avec les produits dits d'uranium de retraitement. Il nous reste effectivement des déchets qui, eux, ne sont pas, notamment dans le domaine combustible, qu'on ne sait pas encore complètement traiter. Et c'est la raison pour laquelle on avance sur le projet CIGEO, qui est donc à Bure, entre Meuse et Haute-Marne, qui vise à enfouir effectivement pour de très très longues années ces déchets ultimes. Ce n'est pas une solution idéale, tout le monde en est d'accord. L'idéal, c'est la fermeture du cycle. Mais en attendant, c'est le projet. La déclaration d'utilité publique a été adoptée. Nous attendons la décision de création pour 2027. Nous sommes sur le chemin. Tout ceci est géré par un établissement public qui s'appelle l'ANDRA. Une industrie nucléaire, elle produit beaucoup d'autres déchets que les déchets combustibles. Et sur ce terrain-là, j'attire juste votre attention sur le fait que nous sommes très fiers de nous être engagés, nous sommes les seuls en Europe, sur des usines qui ont la capacité de reprendre des déchets métalliques faiblement actifs et de les retransformer en lingots de métal sans radioactivité et pouvant reprendre le chemin de l'industrie. Nous avons construit une première usine en Suède et nous allons construire une usine en France. Le débat public vient de se tenir. Ça s'appelle le Technocentre et on a décidé, plus que symboliquement, parce qu'on voulait être solidaire de ce territoire, de l'installer à Fessenheim. Et ce sujet-là, c'est un sujet dont nous sommes extrêmement fiers, puisque nous tenons à être évidemment responsables jusqu'au bout de tous les déchets que nous avons à traiter. Et dans ce cadre-là, je pense que EDF est exemplaire. Mais la solution absolue, c'est bien sûr le RNR, réacteur à neutrons rapides. C'est celui qui se produit et autoproduit. J'ai besoin de vous rappeler qu'on a tenté historiquement d'avancer sur ce sujet. C'est un réacteur qui est toujours en Isère, Crémalville, et j'ai en charge son démantèlement. Et je peux vous jurer que c'est à chaque fois avec des larmes que je sors de Crémalville, parce que l'intelligence collective qui avait été mise dans ce réacteur justement de nouvelle génération était absolument inouïe. Et donc l'idée qu'on a saboté nos propres efforts et nos propres travaux et qu'aujourd'hui il me faille 20 ans pour déconstruire ce qui était une merveille est vraiment trop triste. Bon, je ferme la parenthèse, on redémarre et on relance la filière des neutrons rapides. Et c'est ce jour-là qu'on pourra dire effectivement que l'ensemble des déchets ne sont plus un problème. Une question sur l'impact du réchauffement climatique sur la production des centrales. Alors, de façon anecdotique, je pense moins à la mise à l'arrêt pendant 2 semaines de 4 tranches de graveline pour cause de méduses. C'est un fait. Ça fait partie du sujet. Mais ça fait partie du sujet. Mais je pense surtout, bien sûr, aux centrales de fleuves et plus particulièrement à l'axe rhodanien, très nucléarisé. Et les prévisions sur le Rhône pour les décennies à venir, comme vous le savez, c'est une baisse de débit très sensible due à la fonte des glaciers, auquel viendra s'ajouter une hausse des températures qui, par moment, interdira donc les rejets, bien sûr, et le fonctionnement normal du cycle. Donc, comment envisagez-vous cette situation? Ça vaut pour le Rhône, ça vaut pour Golfech, pour Civaux, etc. Et deuxième chose qui n'a rien à voir par rapport aux prévisions de financement considérables, un ouvrage qui vient de sortir, polémique ou pas, je ne sais pas, mais parle de 300 milliards d'euros à trouver pour l'ensemble des nouveaux EPR, du grand carénage, du nouveau site de La Hague qui arrive, je crois, un petit peu en bout de course, et des frais d'enfouissement. Donc au niveau financement, pouvez-vous confirmer ce qui semble tout récent, c'est-à-dire l'accord entre votre entreprise et la Caisse des dépôts pour flécher éventuellement une partie du livret A, de l'épargne des livrets A, donc vers notamment le financement des nouveaux EPR? Merci. Du coup, j'ai oublié la première question. Sur
Ah, sur l'adaptation. Adaptation. D'accord, sur la question de l'adaptation. Sur la question des financements, nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Vous parlez de 300 milliards, j'ai le regret de vous dire que ça sera beaucoup plus. Mais sur de très nombreuses années, on parle d'un horizon en général, quand on regarde cet horizon-là, justement, à 2050. Et donc, dans cet horizon-là, est-ce que 400 milliards ou 450 milliards sont accessibles pour un pays comme la France sur une période de 25 ans? La réponse est oui, si c'est un choix stratégique et absolu. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, le diable est dans les détails et il faut regarder les modes de financement. Et tous les modes de financement sont étudiés aujourd'hui. Je vous l'ai dit déjà pour la recherche d'un accord avec l'Union européenne sur EPR2. Et oui, c'est vrai, il y a un travail qui est engagé. Il n'y a rien de signé, les choses ne sont pas aussi claires que ça, mais le travail est très engagé avec la Caisse des dépôts, qui dispose de fonds d'épargne considérables, qui a une gestion extrêmement prudente. Ils l'ont montré depuis 2 siècles, donc ils n'investiront pas à risque. Donc tout ceci doit être regardé de très près. Mais oui, ça fait bien sûr partie des sources de financement. De toute façon, il n'y aura pas d'argent magique, on le sait très bien. Cet argent, il viendra à la fois de la production existante, donc de la maison EDF. Il viendra bien évidemment des clients, des consommateurs, de ceux qui vont payer. Et puis, il viendra bien sûr de l'État. Aucune construction de centrale nucléaire nulle part au monde se fait de toute façon sans un soutien public d'une manière ou d'une autre. Donc, rien de surprenant. Mais sur le fond, c'est en réalité accessible, et je pense que ça sera un des grands débats de la prochaine présidentielle, c'est accessible pour un pays comme le nôtre, dès lors qu'on déciderait de faire le choix de poursuivre, et c'est ce que je souhaite évidemment, la filière nucléaire. Alors, le grand sujet de l'adaptation au dérèglement climatique, là, on pourrait répondre pendant des heures, je vais faire court, c'est l'objet des VD5. C'est-à-dire que nous, on va mettre beaucoup d'efforts pour que, en accord avec toutes les autorités publiques, en commençant par l'autorité de sûreté, le travail qui va nous mener de 50 à 60 ans soit très concentré sur la capacité de résistance aux événements climatiques extrêmes, bien sûr. Et le premier sujet d'entre eux, que j'ai évoqué rapidement, c'est bien sûr l'eau. Alors, ne crions pas avant d'avoir mal. Aujourd'hui, les pertes de production liées aux phénomènes climatiques sont extrêmement faibles. C'est vraiment épaisseur du trait, on doit être entre 0,3 et 0,5% selon les années. Même dans les années dures, comme a été par exemple 2022. Donc, aujourd'hui, le sujet, il est tout à fait maîtrisable. Mais on observe tous l'accélération du dérèglement climatique. Autrement dit, le fait qu'un certain nombre de phénomènes, la Loire à sec, le lac Léman qui se réchauffe, la Meuse qui coule plus, les 28 degrés dépassés dans la Garonne, tous ces phénomènes-là qui étaient totalement anticipés par les scientifiques, en revanche, se présentent beaucoup plus tôt que prévu. Il y a des choses qu'on attendait effectivement en 2040-2050 et qu'on a constaté dès maintenant. Donc ça nous oblige. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons en place toute une série de dispositifs. On a un programme très conséquent qui s'appelle ADAPT. Je parle de milliards d'euros dans le temps, donc ce n'est pas un petit sujet contingent, et qui va nous permettre de traiter ces grands sujets. Alors ça va par la construction tout simplement de nouveaux réservoirs, ce qu'on appelle les bâches, pour contenir plus d'effluents quand il n'y a pas assez d'eau pour recevoir le tout. Ça, c'est les mesures d'urgence. Mais moi, mon engagement et l'engagement de toute ma direction se fait autour de la gestion de l'eau proprement dite. Nous sommes le premier préleveur français, le 3e consommateur français. Nous prélevons et nous consommons donc des quantités d'eau colossales. Il faut que sur ce terrain-là, nous parvenions à des résultats et nous avons des pistes. On a la chance en France d'avoir des géants de l'eau, des géants mondiaux, Veolia, Suez. On va et on est allé les voir et on est en train de construire des solutions très actives pour, et bien sûr, avant tout, consommer moins d'eau et dans toutes les parties de notre travail, que ce soit la partie proprement dite autour de la réaction nucléaire, mais aussi toutes les parties liées à la centrale elle-même. Donc, ce terrain-là, il est bel et bien engagé. On travaille aussi sur, je le dis rapidement, mais aussi sur les hommes face
au dérèglement climatique. Nous avons mené une expérimentation dans le sud de la France cet été extrêmement intéressante, avec tout simplement des nouvelles combinaisons, des vêtements innovants, rafraîchissants, puisqu'il nous arrive, oui, de connaître des 50 degrés dans la salle des machines, et ce n'est évidemment pas acceptable pour ceux qui ont à y travailler. Donc, tous ces éléments-là, des hommes, des matériels, de l'écosystème qui nous entoure, fait partie aujourd'hui de nos axes d'effort et de travail, et de manière très engagée. Oui, bonjour messieurs. Je suis absolument ravi d'entendre votre conviction sur le devenir d'EDF. Je souhaiterais vous poser 2 questions. Ma première question concerne les turbines Arabelle qui ont été fabriquées par la société Alstom. J'ai cru comprendre, à travers les médias, que EDF n'avait pas peut-être encore conclu le rachat de ces turbines, mais qu'il y subsistait un problème qui était en fait une propriété industrielle déposée au niveau du contrôle-commande de ces turbines par les Américains et qui nous empêcherait de les commercialiser dans le monde. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question concernant aux aspects du prix de l'électricité. Il est admis que nous avons la production du mégawatt la plus basse d'Europe. Il se trouve que pour des raisons liées à l'Europe, on nous a imposé un organisme qu'on appelle l'ARENT, qui est l'accès réglementé à l'électronucléaire historique, qui concerne chaque année 200 entreprises. J'ai cru comprendre que cette échéance va venir. Mais nous avons d'un côté, à travers ça, le courant le plus accessible d'Europe, et nous avons une vente de ce courant qui est parmi les plus élevés. On a parlé des rapports de 20 fois plus élevés à une certaine époque récente, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, une question simple, une question beaucoup plus complexe. La question simple sur Arabelle, l'accord est conclu. Arabelle est bien une filiale d'EDF à 100%, ce qu'on appelle une filiale liée, et nous travaillons à son intégration dans le groupe. Donc, c'est une bonne nouvelle, d'abord pour les salariés de Belfort, bien sûr, mais aussi pour une technologie et une industrie autour des turbines, évidemment, qui est tout à fait essentielle. Sur le contrôle-commande, nous avons là aussi conclu des accords, puisqu'ils étaient bien sûr liés à l'intérêt pour EDF aussi de reprendre Arabelle. Il nous fallait bien une capacité d'agir et d'exporter, et c'est le cas. Donc, je vous rassure totalement, sur Arabelle, les choses sont en chemin et très engagées, puisque les contrats sont conclus. Alors, la question que vous posez après, pour tous nos amis auditeurs, je vois des spécialistes, mais d'autres qui le sont moins, c'est quel est le prix de l'électricité, et notamment le prix de l'électricité du nucléaire existant. Et là, il y a une bataille, mais qui est originelle depuis le début, avec d'un côté une entreprise qui dit « moi, je veux le vendre au meilleur coût possible », tout simplement parce que je suis amené, en tant qu'opérateur de la transition énergétique, à devoir investir beaucoup. On demande 25 milliards d'euros par an d'investissement dans les années qui viennent à EDF. Donc pour ça, il faut bien que l'argent rentre dans les caisses. Et puis vous avez en face un État qui dit « oui, mais vous êtes aussi une entreprise de service public, et donc je vous demande de me garantir un tarif réglementé de vente pour nos concitoyens qui soit acceptable. Je vous demande d'être aux côtés du système industriel, notamment ce qu'on appelle les électro-intensifs, ceux qui consomment beaucoup d'électricité. Et puis, on l'a tous vécu ensemble. Le jour où il y a une crise des boulangers, il faut se mettre au secours. Et moi, État, je veux être en capacité d'offrir le meilleur à mes concitoyens. Eh bien, le compromis entre ces deux volontés, qui sont toutes les deux, évidemment, extrêmement valables, est très difficile à trouver. Alors, il se trouve que pendant des années, vous avez raison, ce n'est pas un organisme, c'est un mécanisme qui s'appelle l'AREN. Et effectivement, alors ça, c'est le résultat d'une sanction, je ne veux pas vous perdre parce que c'est compliqué,
mais d'une sanction d'il y a 15 ans, qui imposait à EDF, producteur nucléaire, de vendre son électricité à hauteur de 100 TWh à hauteur de 42 €. Alors 42 € qui ressemble à rien, hein, c'est un chiffre qui avait été établi suite à 1000 commissions, mais c'était une sanction. Donc aujourd'hui, quand EDF vous dit « j'ai mal parce que la reine me fait du mal », c'était bien la volonté de la Commission européenne de nous sanctionner. Mais il se trouve que ce mécanisme, il disparaît le 1er janvier 2026. Et donc la question, c'est que ces 42 € étaient très régulateurs dans le système économique de l'électricité. Pourquoi? Parce que c'était sur ces 42 € qu'était fondée une bonne partie du tarif réglementé, et que le nombre de nos térawattheures qui sont très dominants dans le système européen vendu à 42 € fournissait une forme de prix indicateur. Et là, tout ça, ça va disparaître le 1er janvier 2026. Et c'est là où je risque de vous perdre totalement, mais je vous rassure, hein, je suis un peu perdu moi aussi, hein, comme tout le monde. Le gouvernement a acté dans la loi de finances dernière un mécanisme qui dit deux choses. Premier point, l'électricité produite par les centrales nucléaires ira dans sa totalité sur le marché. Et donc, vivra en fonction des prix de marché. Donc, il n'y a plus de prix indicateur, il n'y a plus de 42 €, ce sera votre prix. Mais, l'État dit tout de suite, mais à un certain niveau, à un certain seuil, je vais assurer un prélèvement qui s'appelle versement nucléaire universel, VNU, pour justement assurer la redistribution qui me permettra de soutenir l'industrie, les boulangers, le tarif réglementé de vente, etc., etc. Alors, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le mécanisme général, les deux principes que je viens de vous dire, ont été adoptés par la loi, mais il faut maintenant un décret pour dire ce que c'est que ce prix de base à partir duquel sera calculé le prélèvement. Et ça, il faut un décret et donc un gouvernement. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur le fait que nous sommes un peu au milieu du gué. Il y a énormément de projets. La CRE, Commission de régulation de l'énergie, a été chargée par le gouvernement de définir un premier prix de base. Elle l'a transmis la semaine dernière dans le cadre d'un rapport à hauteur de 60,3 €. C'est un prix que, évidemment, nous contestons, ça ne vous étonnera pas, côté EDF, parce qu'on le trouve trop bas pour assurer les 25 milliards d'euros, mais c'est un rapport, c'est une proposition faite par la CRE, et c'est le gouvernement qui doit maintenant trancher, à la fois sur quel est ce plancher, quel est le vrai coût de l'électricité qui sort de nos centrales, et puis ensuite, quel est le niveau de prélèvement. Bien là-dessus, je suis comme vous, j'attends des arbitrages. Les travaux sont en cours et sont objectivement d'une très très grande complexité. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais incontestablement, le 1er janvier 2026, nous changeons de monde. Et je crois que la date approche. Il est déjà 17 h, donc on peut prendre une dernière question ou un groupe de dernières questions. Et il faudra ensuite terminer 2-3 questions. Donc, moi, j'ai travaillé au CEA Cadarache sur la technologie et réacteurs à neutrons rapides. Et c'est dommage, il y avait un projet qui était prévu, Astrid, sur lequel j'avais travaillé, participé, qui a été abandonné. Et puis, bon, les avantages quand même des réacteurs nucléaires refroidis au sodium sont importants, puisque bon, ça brûle les déchets, en particulier le plutonium, et que ça consomme très peu d'eau, puisqu'en fait, ils sont refroidis avec du sodium liquide à pression atmosphérique. Voilà. Donc, c'est dommage. J'espère qu'effectivement, le type de projet Astrid reviendra à jour pour qu'on puisse redévelopper les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Ouais. À suivre. On en prend plusieurs à cette question, je peux répondre très très rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure, que j'appelais l'hiver nucléaire. Pendant des années, on a arrêté de travailler. Et oui, le projet Astrid, qui était le projet de 4e génération, a été stoppé. Et il a été décidé, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être de manière pas assez claire, par le dernier comité de politique nucléaire, de relancer le projet. Alors, je ne sais pas si c'est Astrid en tant que tel, mais le CEA
a pour charge de relancer le projet de la 4e génération, et nous serons bien sûr à leur côté. Vous avez évoqué tout à l'heure le rééquipement de certaines nations, et particulièrement l'Europe. Ils l'ont déjà rangé, c'est pour nous dire que c'est la fin de la séance. Ah, c'est un rythme infernal, ces rendez-vous de l'histoire. Simplement, je voudrais savoir quels choix technologiques ont été retenus dans ces pays-là et de quelle nationalité. Parce que EDF est toujours dans la compétition pour fournir et équiper avec sa technologie. Les deux grands pays, là aussi je vais faire très court, les deux grands pays dont j'ai dit qu'ils avaient continué à travailler ont développé leur propre technologie. C'était déjà le cas des Russes, ils les ont peaufinés, ils ont des réacteurs dits VVER qui sont extrêmement puissants et extrêmement efficaces. Et les Chinois ont développé leur propre modèle de 1000 MW et qui font le Hualong et qui fonctionne lui aussi remarquablement bien. Donc, évidemment, pendant que nous, on dormait, les autres ont continué à travailler. Ça, c'est une donnée de base. Alors ensuite, est-ce que nous sommes dans la course ? C'est compliqué de faire une réponse rapide, mais vous savez très bien qu'un projet nucléaire, c'est un projet de souveraineté, c'est un projet politique. Et donc, quand vous êtes choisi, et notamment quand vous êtes français, c'est en général par des nations qui veulent trouver un juste milieu quelque part entre les projets des États-Unis, les projets russes et demain les projets chinois. Donc oui, nous sommes aujourd'hui très présents pour ce qui est de la technologie française, d'abord en Angleterre. Les Anglais ont fait le choix d'EPR, ont fait le choix du nucléaire pour 30% de leur alimentation, et ils viennent donc de même de lancer, vous connaissez le projet peut-être Hinkley Point, ça vous dit peut-être quelque chose, lui qui est en cours de construction. Les Anglais viennent de décider d'un second projet qui s'appelle Sizewell. Donc les Anglais là-dessus sont partis sur EPR. Ensuite, vous avez toute une série de nations qui s'intéressent à nous. On a été en compétition en République tchèque. Nous avons perdu face à un bloc Westinghouse coréen. C'est la vie de la compétition. Très bien. Nous sommes en compétition en Pologne. Nous sommes en compétition en République slovaque. Et plus loin, nous sommes en compétition en Inde, notamment pour 6 réacteurs. Et oui, nous existons dans la compétition internationale. Mais c'est vrai, c'était l'un des débats tout à l'heure, avec un produit très particulier, parce qu'il offre 1600 MW, ce qui n'est pas l'essentiel des produits proposés aujourd'hui, qui sont plutôt inférieurs à hauteur de 1000 MW. Mais je peux vous dire que les Pays-Bas, par exemple, qui ont besoin de beaucoup de puissance, en clair, ils coulent, hein, les amis, vous savez qu'ils sont bâtis sur des polders, les Hollandais, donc ils sont aperçus que malheureusement, avec l'éolien et le solaire, il y a des moments où il n'y avait pas de soleil et qu'il n'y avait pas de vent, et que à ce moment-là, ils coulent. Donc, ils ont besoin de puissance, il faut des pompes, il faut pomper l'eau s'ils ne veulent pas couler. Et ça, c'est beaucoup de puissance, et en ça, EPR2 est extrêmement intéressant pour eux. C'est pas moi qui le dis, là je le dis peut-être de manière un peu désagréable vis-à-vis de nos camarades bataves, mais c'est leur propre rapport à eux. Ils ont fait une espèce de livre blanc sur l'énergie future, et ils ont dit qu'ils avaient besoin d'énormément de puissance. Donc oui, nous sommes dans la compétition internationale. Reste à ce que nous, on travaille bien et que fin 2026, on propose un beau produit à un bon prix. Et ça, c'est fin 2026 qu'on le saura. Je comprends qu'il faut laisser la place à nos successeurs. Merci beaucoup de votre attention et de votre intérêt.